Bonjour. Donc aujourd'hui, après le premier TD qui a été divisé en deux parties, on va continuer toujours sur le même thème dans le deuxième TD, qui est en réalité la troisième séance, avec l'illustration du type de cycle de vie chez les végétaux cormophytes. Je rappelle que à la fin du TD précédent, on a présenté les caractéristiques générales et les concepts de base d'un cycle de vie chez les végétaux. Donc, on a en quelque sorte les outils qui vont nous permettre d'interpréter, de comprendre les cycles de vie chez les végétaux cormophytes. Bon, un rappel, les végétaux cormophytes, on a dit qu'il s'agit de végétaux supérieurs par opposition au groupe de végétaux inférieurs qui sont les thallophytes, dont les cycles vont être étudiés dans le cadre de chapitres 2 et 3, c'est-à-dire champignons et algues. Donc, les cormophytes, si vous vous rappelez le chapitre 1 introductif avec les présentations des grands groupes des végétaux et parmi lesquels on a présenté et on a donné un intérêt particulier au groupe des cormophytes parce que c'est le groupe le plus évolué. On a dit ce groupe est composé de deux sous-groupes, si on veut. Donc, je rappelle que les cormophytes ont été présentés comme le groupe de plantes qui a réalisé, donc, grâce à des adaptations de l'appareil végétatif, le passage de la vie aquatique vers la vie terrestre. Après, l'évolution au sein de ce groupe va se faire essentiellement autour de la reproduction, donc, et on va avoir différents groupes des cormophytes qui vont se différencier plus par les caractéristiques de leur reproduction et de leur cycle de vie que par les caractéristiques de l'organisation de leur appareil végétatif. Donc, je rappelle que les cormophytes ont été divisés dans le chapitre introductif en deux groupes, cryptogames et phanérogames. Les cryptogames comprennent deux groupes importants de végétaux cormophytes qui sont les bryophytes et les ptéridophytes, et les phanérogames comprennent deux autres groupes qui sont les gymnospermes et les angiospermes. Dans ce TD, on va se focaliser surtout sur les cryptogames. Puis, dans le TD suivant, on va voir les cycles de vie chez les phanérogames. Je rappelle une partie de ce qui a été déjà développé dans le cours, ce qui concerne les différences entre cryptogames et phanérogames. Et comme vous le voyez sur ce tableau, ces différences concernent essentiellement les caractéristiques reproductives, donc de la reproduction, et on va le voir aussi au niveau de l'organisation des cycles de vie. Bon, là, je rappelle 4 caractéristiques importantes. L'organisation des appareils reproducteurs chez les cryptogames, ils sont peu structurés, peu distincts, relativement cachés, pas très apparents, ce qui explique
le nom crypto, ça veut dire caché, gamme, donc reproduction cachée, par opposition au phanérogame. Au contraire, dont les appareils reproducteurs sont structurés dans des organes reproducteurs particuliers, très visibles, qui sont les fleurs. Le gamétophyte, chez les cryptogames, le gamétophyte, je rappelle que le gamétophyte, c'est l'organisme haploïde du cycle de vie et qui va porter les gamétanges, c'est-à-dire les organes qui vont produire les gamètes mâles et femelles. Donc, cet organisme chez les cryptogames est représenté par un appareil végétatif indépendant de type protal, qui n'est pas un cormus, contrairement aux sporophytes, et qui est encore libre et relativement important. Alors que chez les phanérogams, on va voir qu'il n'y aura plus de phase libre, surtout chez le gamétophyte femelle qui va être fixé sur le sporophyte. Le gamétophyte mâle va être extrêmement réduit et on va le voir quand on va étudier les cycles de vie chez les phanérogams. Le mode de fécondation aussi a une signification très forte dans cette comparaison et aussi avec l'explication au niveau évolutif de l'adaptation à une reproduction plus terrestre qu'aquatique. En effet, chez les cryptogames, le mode de fécondation est encore en relation ou rappelle en quelque sorte encore le mode de fécondation chez les organismes aquatiques puisqu'il se fait par des gamètes mobiles. Le type de fécondation chez les cryptogames est une oogamie, c'est-à-dire avec un gamète femelle l'osphère fixe et un gamète mâle mobile qui sont des entérozoïdes. Donc, un mode de fécondation qui nécessite une phase aquatique de l'eau. Donc, alors que chez les phanérogames, ce mode va disparaître, on va passer à d'autres modes de fécondation qui ne nécessitent plus la présence d'eau. Dernière et importante caractéristique qui les différencie, chez les cryptogames, le sporonge, c'est-à-dire l'organe porté par le sporophyte et dans lequel va se faire la réduction chromatique, est nu. Et là, on fait la différenciation. On a parlé de la sexualisation chez les cormophytes. On fait plus allusion au sporonge femelle. Il est nu. Bon, évidemment, le sporonge mâle l'est aussi. Mais, comme je viens de le dire, dans le contexte de la sexualisation et dans la comparaison que j'ai fait des particularités de la reproduction sexuée, on donne une importance particulière à la partie femelle. Donc, ce sporonge, il est nu. Alors que chez les phanérogames, au contraire, ce sporonge va être enveloppé et ça va créer deux organes nouveaux qui n'existent pas chez les cryptogames. L'ovule, c'est-à-dire l'ovule qui est enveloppé, l'ovule plus une enveloppe ou des téguments protecteurs vont donner naissance à l'ovule. Hein? C'est la première fois qu'on va trouver cet organe chez les végétaux cormophytes. Et la création de l'ovule va donner naissance à un autre organe très important qui est la graine. Ovule-graine, quelle est la différence? Au fait, c'est le même organe. L'ovule, c'est donc le sporonge femelle enveloppé, mais non encore fécondé. Après fécondation,
donc l'ovule se transforme en graine. Ah, quand je parle de fécondation, c'est-à-dire le fait que les gamètes mâles et femelles vont se rencontrer et pour donner un zygote, et ça se fait dans l'ovule et pas à l'extérieur, et c'est pour ça qu'on va donner une importance particulière à cet organe qui est l'ovule et à la graine qui en découle bien sûr comme le développement postérieur à l'événement de fécondation. Donc, ceci est un rappel pour montrer la différence entre cormophytes et cormophytes cryptogames et phanérogames. Donc, comme je l'ai dit il y a quelques instants, là, on va consacrer cette séance aux cryptogames. Donc, chez les cryptogames, on a dit deux groupes importants qui sont les bryophytes et les ptéridophytes. On va commencer avec les bryophytes. Donc, les bryophytes, avant d'attaquer le cycle de vie ou de parler des caractéristiques de la reproduction chez les bryophytes, il serait utile de donner donc quelques caractéristiques pour présenter ce groupe pour les étudiants. Donc, les caractéristiques qui différencient ce groupe, c'est leur taille, donc au niveau des appareils végétatifs. Au fait, quand on parle cormophytes, ce qui vient à l'esprit, c'est des organismes de taille importante, donc plusieurs mètres ou pour les plus petits, au moins quelques centimètres. Alors que chez les bryophytes, ce sont des organismes minuscules. La taille est généralement inférieure au centimètre, quelques millimètres, rarement, ils dépassent pour faire quelques centimètres, mais sont donc des organismes de petite taille, ce qui en fait des organismes donc fragiles. Cette fragilité de l'individu ou de l'organisme est compensée par une autre caractéristique importante de ce groupe, c'est la vie coloniale. Au fait, contrairement aux autres, ou à la caractéristique dominante chez les végétaux cormophytes, les bryophytes sont des organismes coloniaux. Ils vivent en colonies denses. Donc, sur quelques centimètres carrés, il va y avoir des dizaines d'individus, ce qui en fait donc une forme particulière d'organisation chez les végétaux cormophytes. Autre caractéristique très importante et qui met à part les bryophytes au sein des cormophytes, c'est qu'ils sont des végétaux non vasculaires, c'est-à-dire qui ne possèdent pas des tissus vasculaires différenciés. Je souligne différenciés, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas de xylème et de phloème. Ce qui veut dire qu'il y a des petites exceptions. Chez certains groupes de bryophytes, on trouve des tissus similaires, mais qui sont pas donc du phloème et du xylème. Mais pour simplifier, on ne va pas entrer dans ces nuances, on va dire que ce sont des végétaux non vasculaires. Donc, ce qui fait que ce sont des végétaux qui sont relativement vulnérables par leur taille et donc par l'absence de ces tissus vasculaires. Ce qui veut dire pour compenser cela ou pour arriver à assumer donc une forme d'adaptation par rapport
à ces caractéristiques, ils vont coloniser des habitats particuliers, ils vont avoir une écologie particulière qui est très dépendante de l'humidité, c'est-à-dire qu'ils vont être dans des milieux généralement à l'ombre pour éviter les pertes d'eau par évapotranspiration et aussi dans des milieux avec de l'eau, donc des milieux très humides. Donc, ils vont avoir des habitats, une écologie particulière. Bon, comme exemple de cycle de vie, on va étudier les mousses comme organismes, donc type des bryophytes. Il faut rappeler, entre parenthèses, que les bryophytes sont diversifiés et que les mousses forment seulement l'une des trois ou représentent l'un des trois groupes des bryophytes. En effet, mis à part les mousses, on a d'autres formes d'organisation qui sont les hépatiques et une troisième organisation qui sont les ontocerotes. Donc, une nuance, on prend l'exemple des mousses pour illustrer les bryophytes, mais comme forme d'organisation, les mousses ne sont pas représentatives de la diversité des bryophytes en ce qui concerne l'organisation de l'appareil végétatif. Mais en ce qui concerne le cycle de vie, il est identique chez les trois groupes, que ce soit les mousses, les hépatiques ou les entérocérotes. Donc, les conclusions qu'on va tirer de l'étude du cycle de vie chez les mousses sont valables pour les autres groupes des bryophytes. À quoi ressemble une mousse? On prend ici l'exemple du bryon. Voilà, donc c'est ce que vous voyez sur cette image. Voyez la forme de vie coloniale. Au fait, chaque organisme, là, c'est des dizaines d'organismes associés dans une colonie. Et vous voyez dans la photo à droite, dans un habitat naturel qui est un écosystème forestier ici, vous voyez qu'il forme une couche à l'ombre et donc avec beaucoup d'humidité. C'est une forêt humide ici et ça forme une couche ou une strate de végétation. Donc on peut parler d'une strate mucinale par rapport à mousse. Donc voyez ici l'illustration de la colonie et aussi de l'habitat. Donc une mousse. Voilà, ici, on va disséquer au niveau de la colonie. Vous voyez ici une vue rapprochée de la colonie où on distingue les différents individus isolés ici. Là, chaque individu représente une mousse et qu'est-ce qu'on voit? Chaque individu est formé de deux parties. La partie que j'ai donc j'ai délimitée par les cercles bleus et la partie que j'ai délimitée par cercles rouges. Au fait, vous voyez ici les deux organismes qui forment ou qui composent le cycle de vie de la mousse. La partie en bas, en bleu, qui est la partie verte, avec donc, on voit très bien l'organisation de l'appareil végétatif, avec un cormus, c'est-à-dire une tige feuillée, donc, et vous voyez chez les bryophytes une caractéristique à laquelle je n'ai pas à donner d'importance dans la présentation générale du groupe, c'est l'absence de racines. Il n'y a pas de véritable racine, mais il y a des rhizoïdes. Bon,
différence racine réseau 8, c'est la fonction. Au fait, une racine remplit deux fonctions, l'absorption et la fixation. Un réseau 8, il remplit une seule fonction, c'est la fixation. L'absorption, elle se fait par les surfaces des autres organes à travers donc les tiges et les feuilles. Donc, que représente cet appareil végétatif correspondant à une tige feuillée dans le cycle? Eh bien, ça va être le gamétophyte. D'accord? Ça va être le gamétophyte. Et fixé sur le gamétophyte, qu'est-ce qu'on voit? On voit un organisme très simple formé de deux parties. Un pied, un pédicelle, ou qu'on appelle généralement une soie, et une capsule, donc, portée par cette soie. Cet organisme représente le sporophyte, hein, c'est-à-dire la partie diploïde. Donc, ici, vous avez l'organisme haploïde, le gamétophyte, qui porte l'organisme diploïde ou sporophyte. Donc, on va revenir sur l'organisation de ces deux types d'organismes et le rôle qu'ils vont jouer dans le cycle à travers donc l'organisation générale de ce cycle. Je rappelle que dans l'étude des cycles de vie chez les cormophytes, comme je l'ai déjà expliqué dans le TD précédent, pour comprendre et structurer et interpréter un cycle de vie, il faut repérer les deux moments clés dans ce cycle. Les deux moments clés ou les deux étapes clés qui sont donc d'un côté la méiose, la réduction chromatique, qui va délimiter le passage de la diplophase à l'haplophase, et après la méiose, tout ce qui se déroule ici correspond à la partie haplophase, c'est-à-dire la partie concernant le gamétophyte. Après le deuxième événement, c'est la fécondation. Et tout ce qui se déroule après la fécondation, vous voyez ici, en couleur marron, donc correspond au sporophyte. Donc, sur ce schéma de cycle de vie, les deux organismes qui forment le cycle de vie, je rappelle qu'on a dit que les cormophytes se caractérisent par un cycle de vie à deux phases. Donc, c'est un cycle dégénétique. Les deux phases, on les voit clairement ici, grâce à la délimitation de ces deux phénomènes, la méiose et la fécondation. Et dans cette illustration, vous voyez deux couleurs. Tout ce qui est bleu correspond à la partie gamétophyte et tout ce qui est marron correspond à la partie sporophyte. Donc, on va interpréter. Donc, ici, on va partir du sporophyte, comme on voit ici, qui est fixé, porté par le gamétophyte, qui est très simple et qui n'a pas une structure végétative différenciée, c'est-à-dire qui n'a pas de cormus. Donc, il est représenté par un organisme simple, une soie ou un pied, si vous préférez, pour un langage plus simple, avec une capsule. Cette capsule représente une forme d'urne. Quand on fait une coupe de cette urne, on voit à l'intérieur les phénomènes cellulaires importants qui sont les méioses. Donc, ceci est un organe ou dans lequel se fait la méiose, qu'il est l'organe qui abrite la méiose, donc c'est le sporange. Donc, on a des sporanges. Le gamétophyte est extrêmement réduit, il n'a pas d'appareil végétatif,
va avoir une durée de vie courte, puisque après la réduction chromatique et la libération des méiospores, c'est-à-dire les produits de la méiose, il va se dessécher et disparaître, contrairement à la partie qui va être pérenne, vivante, représentée par l'appareil végétatif tige feuillée qui est le gamétophyte. Donc déjà, on voit un rapport au niveau de l'importance qui est nettement différent. Le gamétophyte est l'organisme dominant par son importance, par son indépendance, il est autotrophe, il est chlorophyllienne, alors que le sporophyte est dépendant et il va avoir une durée de vie réduite, donc correspondant à la période où il doit former les méiospores et disparaître. C'est très important pour montrer les rapports de dominance entre les deux, parce que avec cette interprétation déjà, on voit très bien qu'il s'agit d'une dominance du gamétophyte par rapport au sporophyte. Alors le cycle, une fois après méiose, donc libération des méiospores. Méiospores, donc ce sont des spores haploïdes, ils vont germer et leur germination va donner à travers plusieurs étapes la formation d'organes végétatifs correspondant à des tiges feuillées qui sont les gamétophytes. Donc, ils passent par une étape de filament qu'on appelle protonéma avant de différencier sur le protonéma les tiges feuillées. Vous voyez ici que dans ce schéma, on a pris soin de prendre deux voies, c'est-à-dire illustrer l'évolution de deux spores, au lieu d'une seule. Jusqu'ici, si vous voyez, ils sont similaires. Alors pourquoi deux? On a mis deux parce que ils ont une différence au niveau du sexe, qui n'est pas apparent au niveau de l'appareil végétatif, mais qui va le devenir quand on va analyser en apex les gamétanges, les corbeilles des gamétanges. En fait, les deux vont être différents. On va avoir des gamétanges qui sont des entéridies, ça représente donc le gamétophyte mâle, puisque les entéridies vont libérer des entérozoïdes. Ici, c'est écrit spermatozoïdes, mais ça ne change rien. Donc, ce sont des gamètes flagellés qui vont être libérés. Ils sont petits, en grand nombre, et qui vont alors chercher à rejoindre le gamétange femelle. Alors, corbeille de gamétange femelle chez le deuxième individu, les gamétanges sont les archégones. On voit très bien la structure caractéristique des archégones telle que je l'ai décrite dans le cours. C'est un organe avec donc une enveloppe cellulaire, donc une espèce de tégument, l'archégone, avec une forme en urne présentant deux parties, un col et un ventre, et dans le ventre il y a un seul et unique gamète femelle qui est l'oosphère. Et donc les spermatozoïdes vont nager, puisqu'il faut donc un milieu aquatique pour un vecteur qui va être l'eau, si vous voulez un autre langage, pour atteindre le col et aller dans le ventre féconder l'oosphère. Bon, là il y a des phénomènes biochimiques particuliers
Les entérozoïdes sont guidés par un chimiotactisme, ils sont sensibles à certaines molécules libérées par le col de l'archégone qui va les guider dans leur mouvement. Une fois la fécondation réalisée, tout de suite, le zygote va se développer en embryon et cet embryon, donc, sans phase de repos, va continuer son développement toujours à l'intérieur de l'archégone, c'est-à-dire sur le gamétophyte femelle et donner un jeune sporophyte. Le jeune sporophyte qui va correspondre à quoi? Il va correspondre à une sporogone avec sa soie, donc le sporange, c'est qui va avoir une durée de vie relativement courte, donc en se formant dans le sporogone, les cellules mères vont subir des réductions chromatiques et ils vont libérer donc les méiospores. Ainsi, le cycle a été bouclé. Donc, méiose, réduction chromatique, fécondation. On voit les deux organismes et la fécondation est de type oogamie, un gamète fixe, un gamète mobile. On a donc les principales caractéristiques qui nous permettent d'interpréter ce cycle. Donc, voici une schématisation du cycle dans lequel on voit très bien le rapport de dominance. Le gamétophyte domine le sporophyte qui est réduit et en plus de la réduction, je rappelle la réduction on la voit à travers l'importance et l'autonomie de l'appareil ou de l'organisme, donc on la voit aussi au niveau de la durée de vie. Ici le sporophyte a une durée de vie, il n'est pas indépendant, il est porté par le gamétophyte, donc c'est un cycle digénétique, haplodiplofasique, avec une nette dominance de l'haplophase. Donc, je rappelle alors les principales caractéristiques de ce cycle. Donc, la dominance, je viens de l'expliquer, la fécondation, on l'a vu chez l'oogamie, et une allusion, on la verra à la fin du TD prochain, c'est que ceci a des ressemblances avec certains cycles qui seront étudiés chez les thalophytes et spécialement chez les algues. Maintenant, on va passer au deuxième groupe, les ptéridophytes. Les ptéridophytes, comme je l'ai fait pour les bryophytes, je vais faire une brève présentation de ce groupe et ses principales caractéristiques. Bon, première caractéristique, ce sont des végétaux vasculaires, donc ils sont différents des bryophytes, je le rappelle, qui sont non vasculaires. Ils ont un appareil végétatif qui est donc développé, différencié, un cormus parfait avec les trois types d'organes, tiges, feuilles, racines, et aussi ils ont encore, et ça on le verra, peut-être c'est pas la peine d'en parler au niveau de cette introduction, une fécondation toujours de type aquatique. Les sporos sont nus, c'est la caractéristique, c'est juste un rappel de toutes les cryptogames. Donc, le gamétophyte va avoir un organisme particulier et qui va être une forme thalloïde, c'est-à-dire non, qui n'est pas un cormus. Donc, j'explique. Au fait, cycle digénétique, on va voir les deux organismes, gamétophyte, sporophyte. Chaque organisme a un type d'appareil ou d'organisation de son appareil végétatif
Le cormus caractéristique des cormophytes, on va le trouver seulement chez le sporophyte, c'est lui qui va avoir tige, feuille, racine, alors que le gamétophyte n'aura pas ce type de structure, il va avoir une forme thalloïde qui est donc peu différenciée, donc peut évoluer, et qui correspond ou qui ressemble plus à un thal. On parle de forme thalloïde. On va utiliser aussi d'autres termes pour le décrire. Donc, on voit déjà une différenciation entre les deux organismes et qui est un peu à l'inverse de ce qu'on a vu chez les bryophytes. Les bryophytes, donc, ont pour terminer cette introduction, au niveau de l'appareil végétatif, ils seraient donc très proches puisqu'ils sont vascularisés avec un cormus complet, des spermaphytes ou des phanérogames, mais ils ont une caractéristique qu'on va retrouver au niveau des cycles, c'est qu'au niveau des cycles, au niveau de la reproduction, ils sont toujours dépendants d'une phase aquatique, donc que la fécondation a besoin comme vecteur de l'eau. Donc, voici une introduction avec les caractéristiques principales des ptéridophytes. Au fait, les ptéridophytes, du point de vue systématique, au fait, c'est pas un embranchement, c'est un ensemble d'embranchements de phylum. Ici, je vais montrer 3 cycles chez les ptéridophytes, parce que ce sont des cycles qui vont avoir des formes et des caractéristiques différentes, correspondant à 3 phylums, on va considérer comme des embranchements. Tout d'abord, les Phylicophyta, les fougères, Phylicophytes. Donc, chez les fougères, on peut avoir une idée de ce que c'est à travers ces exemples. Vous voyez ici des exemples de fougères arborescentes, de scolopendres et de capillaires. Donc, différentes formes pour illustrer la diversité des formes et la taille et l'organisation de l'appareil végétatif. Donc, c'est des cormus avec tiges, feuilles, racines. Les tiges, en fait, sont des rhizomes souterrains qu'on ne voit pas. Donc, ça, c'est des choses qu'on va étudier dans le cours, dans le chapitre sur l'organisation de l'appareil végétatif. Maintenant, le cycle. Le cycle de vie, vous voyez ici le polypode comme exemple d'une fougère. Vous voyez son appareil végétatif détaillé. Voici le rhizome dont je vais parler. C'est une tige qui est souterraine, qu'on ne voit pas, avec les racines et les feuilles, donc, que vous voyez ici. Donc, le sporophyte, un cormus complet, c'est un organisme pérenne, c'est-à-dire qui vit plusieurs années, donc à partie souterraine, à partie aérienne, donc qui va avoir une taille importante, une durée de vie importante. Donc vous voyez l'organisme correspondant au sporophyte, donc qui a cette taille, qui a cette durée de vie. Oh, bon, on fait la comparaison tout de suite à partie bleue. On voit ici l'appareil végétatif. Vous voyez très bien qu'il y a une organisation différente. Il n'y a pas de tige ni de feuilles, c'est une lame foliacée. C'est pour ça qu'on parle d'une forme thalloïde. D'accord? Donc, ça représente ou ça correspond à une forme où il n'y a pas une véritable différenciation histologique, anatomique, et l'apparition d'organes végétatifs différenciés. On parle plus de taille. Autre chose que vous ne voyez pas ici, c'est la taille. Au fait, on présentait l'organisme à une échelle. Ici, c'est quelques millimètres. Ils sont à peine visibles à l'œil nu.
Donc, petite taille, durée de vie, il est vraiment de quelques jours. C'est un organisme éphémère qui va disparaître, contrairement à cet organisme, donc, qui est au contraire pérenne et qui reste et qui a une longue durée de vie. Donc, sporophyte, gamétophyte, vous voyez déjà le rapport de dominance qui se dessine. Donc, le sporophyte a un organisme nettement supérieur en organisation, en durée de vie, donc en taille par rapport au gamétophyte. Maintenant, le cycle, comme on l'a déjà fait, et maintenant vous êtes habitué normalement à le faire pour interpréter, on va chercher les deux moments, donc l'important du cycle de vie, la méiose et la fécondation. Voilà, ici se déroule la fécondation, ici la méiose, et ça délimite les deux phases, la phase haploïde et la phase diploïde. Haploïde, c'est-à-dire le gamétophyte, diploïde, le sporophyte, c'est très bien illustré dans ce schéma par les couleurs. Donc marron, ça représente la partie sporophytique, diploïde, alors que la partie bleue représente la partie gamétophytique haploïde. Donc, les deux moments délimitent les deux phases. Chez le sporophyte et le gamétophyte, comme on l'a fait pour les autres cycles, on va chercher les organes reproducteurs. Les organes reproducteurs du sporophyte qui sont donc les sporanges, les organes reproducteurs du gamétophyte qui sont les gamétanges. Si on regarde les feuilles du sporophyte, qu'on appelle les frondes chez les fougères, derrière, sur la face donc inférieure des feuilles, on voit des petits amas de couleur jaune qu'on appelle des sores. Et quand on regarde de près ces sores, on voit qu'ils sont formés d'un grand nombre de ce type d'organes qui sont les sporanges. Donc les sporanges, dans les sores, il y a un seul type de sporanges, ils ressemblent tous et qui donc à maturité vont s'ouvrir et libérer des méiospores. Les méiospores vont germer, donc donner après développement l'organisme qui forme le gamétophyte et qui va porter dans deux zones différentes deux types de gamétanges. Des gamétanges femelles, des archégones, et des gamétanges mâles qui sont des entéridies. Et les entéridies vont libérer les gamètes mobiles, les entérozooïdes, qui vont féconder donc les zygotes, qui vont féconder les oosphères pour donner les zygotes. Le développement de zygotes se fait immédiatement, donc en passant par un stade embryon, puis en donnant une jeune plantule qui va alors redonner l'organe végétatif du sporophyte, c'est-à-dire une tige feuillée, donc une nouvelle fougère. Voici donc une description rapide du cycle de développement typique chez les fougères. Bon. Donc les fondements de cycle, c'est un cycle dit génétique avec deux générations, donc une génération dominante, visible, à travers un appareil végétatif pérenne, différencié, avec des organes différenciés, et un gamétophyte réduit avec un appareil végétatif de petite taille, une durée de vie limitée à quelques jours, donc une réduction de l'importance du gamétophyte dans le cycle de vie. Donc voici une autre représentation du cycle, c'est exactement la même chose, donc on ne va pas s'attarder dessus, et on va passer
à l'étude d'un cycle de vie chez notre groupe des ptéridophytes, les équicétomes. C'est l'embranchement des Calamophyta. Donc, les équicétomes, on voit très bien, ils ont un appareil végétatif totalement différent des fougères. Vous voyez, c'est un appareil végétatif formé d'une tige feuillée, d'un rhizome et des feuilles réduites. Au fait, la forme est très différente, mais au niveau de l'interprétation de la structure de l'appareil végétatif, c'est différent. C'est exactement la même chose. C'est un cormophyte complet avec une tige souterraine qui est le rhizome, des racines et une tige aérienne avec des ramifications et des feuilles réduites. Donc, on parle aussi, pour décrire cet embranchement, on les appelle aussi en français les articulés, puisque les tiges sont structurées en articles, c'est-à-dire en nœuds internœuds, ce qui forme des articles qui se répètent. Bon, ça c'est le sporophyte, donc un organisme pérenne, tout à fait comme chez les fougères, avec une durée de vie importante, bien différenciée. En position terminale, il porte un organisme qu'on appelle un organe qu'on appelle un strobile. Quand on analyse le strobile, on voit qu'il est formé d'écailles et que chaque écaille porte les sporonges. C'est un peu, si on veut faire l'analogie par rapport aux fougères, les sores qu'on voit sur les feuilles, sauf qu'ici, ils ne sont pas portés par des feuilles, mais par donc cet organe qu'on appelle un sporongiophore et qui sont fixés sur la partie terminale de l'axe pour former le strobile, ce qu'on voit ici. Les sporonges, donc c'est le lieu où se fait la réduction chromatique. Ils vont libérer des méiospores. Ces méiospores ont une forme particulière, et ça c'est un détail, avec des élatères qui contribuent à leur déhiscence. Ils vont germer comme pour le cycle précédent. Leur germination va donner donc l'organisme haploïde que vous voyez ici. Vous voyez l'organisme haploïde, comme pour les fougères, c'est un organisme de petite taille, quelques millimètres. C'est un organisme qui n'a pas une différenciation similaire à celle du sporophyte. Donc, c'est une forme thalloïde, réduite par la taille, par la différenciation, et qui va avoir une durée de vie très brève. Donc, un organisme qui est nettement moins important que le sporophyte. Vous voyez ici deux flèches. Pourquoi on a fait ce parallèle? Même si les spores se ressemblent, en fait, on voit qu'il y a une différenciation sexuelle qui n'apparaît pas au niveau des spores, mais qui apparaît au niveau du gamétophyte, des thalles, si vous voulez, qui vont porter deux types de gamétanges différents. Donc, il y a une forme d'hétérothalie, deux thalles. Donc, chaque thalle porte un organe différent. Ici, un protale mâle avec des entéridies, ici un protale femelle avec des archégones. Donc, dans ce cycle, même chez les sporonges se ressemblent, c'était le cas chez les fougères, on parle d'homosporangie. Chez les fougères, il y avait un seul type de sporange, homosporangie. Il y a un seul type de spore, tout au moins au niveau de la taille et de la forme. On peut parler d'homosporangie morphologique. Et il y a donc hétérothalie, deux types de thalles. Bon,
La suite, c'est exactement la même chose. Les gamètes mâles, les entérozoïdes, ont besoin d'une phase mobile pour féconder l'oosphère. C'est une oogamie avec un gamète mâle mobile, un gamète femelle fixe, donc ça nécessite une phase aquatique. Après fécondation, exactement la même chose. Donc le zygote va donner un embryon. L'embryon tout de suite donne une jeune plantule sans phase de repos. J'insiste sur ce développement sans phase de repos, c'est surtout important pour comparer les cryptogames aux phanérogames. Donc, on voit le fonctionnement du cycle. Caractéristique générale, c'est un cycle digénétique ou avec dominance de la diplophase. Fécondation, c'est une oogamie et une sexualisation, donc un début de sexualisation du cycle à travers l'hétérotalie. On va voir deux type de protale ou de gamétophyte, d'un côté le gamétophyte mâle et le gamétophyte femelle. Donc, cycle des génétiques, dominance. Au niveau de la dominance, c'est la même chose que chez les fougères, dominance du sporophyte. Donc, voilà les caractéristiques résumées, je les ai commentées. Je vais revenir sur tout cela à la conclusion après le dernier cycle qu'on va voir, celui des cellaginelles. C'est un cycle un peu plus complexe que les autres, donc il illustre un autre embranchement des ptéridophytes, les lipidophyta, des cellaginelles. À quoi ressemble une cellaginelle? C'est ce que vous voyez ici. Donc un appareil végétatif de type cormus, une tige avec des feuilles, vous voyez très bien la forme. Ici c'est l'espèce Cellaginella denticulata avec deux types de feuilles, et avec une ramification dichotomique. Sur la face inférieure, il y a les racines. Donc, vous voyez ici des parties terminales des axes. On peut voir sur le sporophyte, puisqu'il s'agit ici du sporophyte, deux types de sporanges, des macrosporanges et des microsporanges. Donc la différence par rapport aux deux cycles précédents, c'est que la sexualisation est beaucoup plus avancée. Donc, je rappelle, c'est la fougère, aucune sexualisation. Donc, un seul type de méospore, un seul type de gamétophyte. Ici, bien avant ces organismes, on voit une différence au niveau des sporanges, macrosporanges, microsporanges. On voit ici une coupe longitudinale et on voit les macrosporanges, à l'intérieur desquels il y a 4 macrospores, et les microsporanges avec un grand nombre de microspores. En fait, macro, micro, ça va correspondre à une sexualisation opposant macro, c'est femelle, micro, c'est mâle. Donc, macrosporanges qui vont donner des macrospores et les macrospores en germant vont donner les gamétophytes femelles. Microsporanges vont donner des microspores. En germant, les microspores vont donner les gamétophytes mâles. Donc, ici, il y a une sexualisation avec hétérosporangie, hétérosporie et hétéroprotalie. C'est ce qu'on va voir dans le cycle. Voilà, ici le cycle. Donc, la comparaison au départ, on voit très bien la différence entre le sporophyte, organisme avec un appareil végétatif développé, qui peut avoir plusieurs centimètres, avec tiges, feuilles, racines, une durée de vie importante. Les gamétophytes
ici vous voyez les deux, le gamétophyte mâle, gamétophyte femelle, sont encore réduits par rapport aux deux exemples précédents, par rapport à la fougère ou par rapport donc à l'Equisetum. C'est un protale, mais donc réduit à quelques cellules. Hein. C'est important, ça. Deuxièmement, c'est un protale qui se développe à l'intérieur de la paroi sporale. Ça, c'est très nouveau. Vous voyez ici la paroi sporale. Donc, ça va nous permettre d'introduire une autre notion qu'on n'a pas vue chez les autres cycles, c'est l'enveloppement du sporange. Donc, la tendance à l'endoprotalie. Donc, le développement du protale à l'intérieur du sporange. Donc, je vais reprendre cette explication suivant le cycle. Mais déjà, un organisme cellulaire, un organisme avec des organes différenciés, avec des durées de vie différentes, on voit nettement la dominance du sporophyte par rapport au gamétophyte. Donc, pour les trois cycles des diptéridophytes, dominance de la diplophase par rapport à l'aplophase, nettement. Donc, on reprend l'explication. À part la méiose se déroule où? Dans les sporanges. Où sont les sporanges? On a vu qu'ils étaient dans les strobiles, dans la partie terminale des axes, et on a vu dans la description de l'appareil végétatif qu'il y en a deux types, qu'on voit clairement ici, des macrosporanges avec des macrospores. Les macrospores en germant vont former le gamétophyte mâle, un protale, qui est formé de quelques cellules, hein, mais un peu différenciées, mais enfermé à l'intérieur de la paroi sporale. Ce n'est plus un organisme indépendant, c'est un organisme qui est enveloppé dans une partie du sporophyte. C'est l'endoprotalie, donc par opposition au développement du protale à l'extérieur chez les deux autres cycles des ptéridophytes où il y a donc exoprotalie.